président du CONAP, qui est avec nous. On n'a pas vu depuis qu'on a commencé la mobilisation contre la loi, la nouvelle loi sur la RAC. Et il nous a appelé à chaque fois pour nous dire qu'il était un peu embêté par la situation née au sein de son bureau au niveau du CONAP, mais qu'il était solidaire avec nous. Et dernièrement, il est venu nous voir, il a fait le déplacement pour nous dire qu'il sera là aujourd'hui. Mais nous disons que cette Assemblée générale, au-delà des organisations, est adressée à tous les professionnels de l'information, techniciens ou journalistes, qui peuvent venir librement décider des problèmes de la vie. Ce petit point étant fait, je vais donner la parole à Ferdinand pour nous exposer le premier point sur la poursuite contre notre confrère de Salvador. À moins que le président ait quelque chose à prendre. Ok. Je vous remercie, chers confrères. Je crois que nous étions tous là jeudi, lorsque notre confrère nous a alerté, comme quoi il était convoqué au SRI illico presto, c'est-à-dire qu'on lui a dit dès qu'il reçoit la convocation de se présenter immédiatement au SRI, que c'était une commission rogatoire du juge d'instruction. Donc il a appelé certains parmi nous. Et comme ça se fait toujours, nous lui avons dit bon, mais écoute, essaie de te faire accompagner d'un avocat. Et puis moi j'ai le reste, on va voir comment ça va aller. Et la convocation qui est arrivée ne portait aucun motif. Il n'y a pas d'objet sur la convocation, c'est juste une convocation comme ça. Et donc il s'est rendu à cet endroit-là, au SRI, où il a été longuement interrogé par les responsables, les officiers de police judiciaire qui étaient là-bas, qui lui ont posé un certain nombre de questions. D'abord sur l'article qu'il avait écrit, l'article portait le titre incendier, manipulation, le jeune Mohamed Bou, qui crache des noms, tout ça. On lui a posé des questions, on lui a demandé de révéler un certain nombre de sources. Naturellement, il a évoqué le dispositif du code de la presse, qui prend l'article 67, 69 plutôt, qui ne nous oblige pas à donner nos sources à des gens. Et puis, on lui pose la question de savoir si ces derniers temps, il n'a pas appelé quelqu'un pour vérifier une information, et tout ça. Et dans les discussions qui se sont un peu tiraillées, c'est là où il a fait savoir qu'il a appelé quand même un caméraman, quelqu'un chez qui il prenait des images parfois des manifestations, qui est venu se dire pour vérifier un certain nombre d'informations par rapport à Mohamed Loum. Parce qu'il avait eu un certain nombre d'informations comme quoi le caméraman a joué un rôle trouble dans le traquenage qu'on a entendu à ce jour-là. Donc, l'audition ayant pris fin, ils ont fait un premier rapport, ils ont fait un premier procès verbal qu'ils ont ramené pour lecture. Et le confrère lui a corrigé un certain nombre d'inexactitudes qu'ils ont glissées dans le procès verbal. Ils sont repartis en faire un second, ils sont revenus après. En même temps, son avocat avait une urgence et est parti. Je crois qu'Augustin allait là. Mais on a dit à Augustin qu'il ne veut pas assister à la lecture du procès verbal. Donc Augustin attendait. Et finalement, la seconde version du procès verbal est arrivée, ils l'ont lu. Et ils se sont mis d'accord là-dessus. Puis après, ils sont allés chez le juge d'instruction, le doyen des juges, c'est plutôt le juge d'instruction, le doyen des juges. Et donc, en voulant quitter la gendarmerie, le confrère et ceux qui étaient là ont voulu qu'ils soient avec eux dans sa voiture. Ils ont dit non, qu'ils la mettent dans la voiture de la gendarmerie. Donc ils sont allés chez le doyen des juges. Ce jour-là, ce jeudi-là, il y avait une atmosphère un peu particulière au tribunal parce qu'on écoutait Mohamed Loum, on avait écouté plutôt Agueloumé, il y avait tout un tas de choses. Et il est rentré sur le doyen des juges. Avant même qu'on ne prenne la parole, son avocat a demandé au doyen des juges de
de savoir à quel titre on veut quitter son client. Le doyen de juge a dit au titre inculpé. Il est inculpé pour complicité de destruction de biens publics, complicité de mouvement de malfaiteurs. Et puis bon voilà. Avant même qu'on ne l'écoute quoi, c'est-à-dire que la fiche même d'inculpation était déjà remplie. Et donc, naturellement, il est ressorti de chez le doyen des juges comme il est rentré, c'est-à-dire déjà inculpé. Et donc, l'avocat vient soulever la question du code de la presse. Dans ce cas-là, le juge n'a pas voulu entendre raison. Il a évoqué un certain nombre d'arguments, peut-être Augustin va détailler tout à l'heure. Donc, c'est comme ça que notre confrère s'est retrouvé comme inculpé dans cette affaire des incendies, juste parce qu'il a publié un article pour révéler un certain nombre de pratiques qui ont cours dans cette enquête-là que nous sommes en train de suivre tous de près. Le fond de la chose que nous avons compris, c'est que pourquoi ils ont tenu par tous les moyens à le harceler et à l'inculper à la hussarde de jour-là. C'est parce qu'ils ont eu des informations comme quoi le confrère était en possession de ce courrier-là, ce courrier du jeune-là, voilà, et qui s'apprêtait à publier. Donc, la manœuvre, au fait, consistait à l'empêcher de publier le courrier, sans savoir que l'incriminé lui-même le jour-là devait aller chez... sans savoir que l'incriminé lui-même le jour-là pouvait faire le déballage de tout ce qu'il avait sur le cœur, contrairement à ce qu'il avait dit avant. Et donc, c'est le courrier qu'il recherchait. Et le manuscrit est la version dactylographiée. Parce que le confrère avait le manuscrit et avait la version dactylographiée. Donc c'était pour l'empêcher de faire ça. Malheureusement, ils se sont pris un peu tard. Le jour-là même, l'après-midi-là même, le fameux Mohamed Diouf, lors d'une confrontation avec Agouré, a tout dit, a révélé les dessous de ce qui s'est passé. Et du coup, malgré le fait que le confrère a été inculpé, qu'on lui a interdit de parler du fond, c'est à justice que le juge lui a dit que tu ne parles plus du fond de ce dossier-là. Mais comme on le dit chez nous, c'était déjà dessous trop tard. Donc, le confrère a publié l'information. Et donc, nous, pour nous, de-delà de tout ça, c'est la menace qui consiste aujourd'hui à inculper les journalistes avec des charges pénales, alors que nous avons un code de la presse qui régit notre corporation. Et le fait que cette inculpation soit intervenue juste au lendemain, je ne sais pas, oui, c'est le lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle, nous amène à croire que les gens sont en train d'utiliser d'autres moyens pour nous coincer. C'est pour ça que nous disons à nos confrères que nous ne pouvons pas rester les bras croisés, il faut que la mobilisation continue. Parce que si on peut donner des ordres à des juges qui peuvent inculper des journalistes sur la base du code pénal, alors que nous avons le code de la presse, c'est extrêmement grave. Si le confrère avait été accusé d'une infraction ou d'un délit qui n'a rien à voir avec son domaine de travail, c'est-à-dire le journalisme, on pourrait comprendre. S'il a porté des coups et blessé sur quelqu'un dans la rue suite à une bagarre, ou s'il est allé, je ne sais pas, il a fait quelque chose qui ne concerne pas son métier, on pourrait comprendre que dans ce cas-là, on peut l'inculper sur la base du code pénal. Mais qu'il écrive un article d'investigation sur un sujet et qu'à la fin, on le traîne dans la justice et qu'on l'inculpe, ça pose sérieusement un problème que nous devons tous analyser et voir la suite à donner à cette situation-là. Donc voilà, de façon ramassée, le contexte dans lequel on est aujourd'hui par rapport à l'inculpation du confrère asiatique de liberté. Merci Ferdinand. Donc je pense que depuis le jeudi 21 mars, nous tous nous sommes alertes par rapport à cette situation qui a consisté pour le doyen des juges d'instruction à inculper les journalistes, leurs confrères de Sajatoua, sur la base des dispositions du code pénal, alors que nous avons une loi spéciale qui régit notre corps.